Ok, stop. Et si je vous disais que ce que vous êtes en train de regarder actuellement est le tout premier jumpscare jamais enregistré au monde, et que celui-ci a été tourné pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous me croyez? Non? Alors suivez-moi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Mécano Life, l'émission dans laquelle on dissèque vos jeux vidéo préférés afin de sortir une mécanique de gameplay. Et comme vous l'aurez compris, ce premier épisode est consacré au jumpscare. Le jumpscare ou screamer est un procédé venant du cinéma d'horreur qui consiste à faire apparaître subitement un objet ou un personnage, le plus souvent au premier plan et accompagné d'un son soudain et inquiétant, afin de faire sursauter le spectateur. Même si on y retrouve quelques prémices avant cela, sa réelle première utilisation remonte à 1942, dans le film Cat People de Val Newton, où une jeune femme a l'impression qu'on la suit dans une ruelle sombre. L'ambiance est pesante, la ruelle est à peine éclairée, et on entend uniquement les bruits des pas de la demoiselle. Quand soudain, après un rapide coup d'œil vers l'arrière, celle-ci est surprise par un bus. Cela peut sembler un peu grotesque au premier abord, mais c'est pourtant ce qui a donné les codes de ce procédé qui sera bien sûr repris des années plus tard, notamment dans les années 80 et 90, où le genre des slashers avec des films comme Vendredi 13, Halloween ou encore Scream s'est démocratisé. Dans le jeu vidéo, oui parce qu'il faut pas oublier qu'on est là pour parler de ça, on accorde plus facilement la paternité de cette mécanique de gameplay à Resident Evil, premier du nom, édité par Capcom et sorti en 1996. Là encore, l'ambiance est inquiétante. Il n'y a pas un bruit, si ce n'est celui des pas de notre protagoniste, quand soudain, au détour d'un couloir, un bus. Non, je déconne. Des chiens zombies traversent les fenêtres qui volent en éclats accompagnés par une musique au violon totalement chaotique, qui aujourd'hui fait un peu cheap, mais qui à l'époque en a fait frissonner plus d'un. Après, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que Resident Evil soit le premier, étant donné que l'on peut retrouver cette mécanique de gameplay dans des jeux plus anciens, comme par exemple dans l'excellent Clock Tower de Human Entertainment, sorti en 1995, où la majorité des apparitions de Scissorman, l'antagoniste principal, peuvent s'apparenter à du jumpscare. Le jeu vidéo a depuis assimilé ce procédé, et rares sont les jeux d'horreur ne contenant pas au moins un jumpscare, comme dans Silent Hill ou Project Zero. Certaines licences en ont même fait leur fer de lance gameplaytique, et oui j'invente des mots, comme par exemple le jeu Slender the 8 Pages de Parsec Production, ou encore la série des Five Nights at Freddy's de Scott Cawthon, où chaque partie se solde le plus souvent par un jumpscare. Mais au final, à quoi ça sert? Et comment ça marche un jumpscare? Le jumpscare, qu'il soit utilisé au cinéma ou dans le jeu vidéo, a pour but de replacer le spectateur ou le joueur dans l'action. Celui-ci se souvient alors que la menace est toujours présente, ce qui lui rappelle irrémédiablement les enjeux du récit qu'il est en train de vivre. Cela crée aussi un moment de suspense où au final la peur n'est pas créée parce que l'on montre, mais parce que l'on suggère. C'est ce qu'on appelle plus communément la peur de l'inconnu. Le sociologue canadien Albert Brie disait d'ailleurs de ce phénomène: La peur de l'inconnu, c'est l'appréhension du connu, défigurée par l'imagination. Et c'est là à la fois le gros avantage et le gros problème du jumpscare. Dans un premier temps, celui-ci crée une ambiance viscérale, où l'on imagine la menace sous n'importe quelle forme, notre imagination faisant tout le travail. Si l'on reprend l'exemple de Cat People, c'est la mise en scène ainsi que le comportement de la protagoniste qui nous fait penser que quelque chose d'horrible la poursuit dans l'ombre. À partir de ce moment-là, chacun se fera une représentation personnelle de la menace, selon son vécu, son éducation, ses phobies, etc. Ainsi, violeurs, zombies, gobelins, mais aussi requins sont tout autant de pistes tout à fait valables du moment que l'antagoniste n'a pas été dévoilé. Désolé, j'avais plus de violeurs en plus. Mais dans un second temps, c'est la révélation. La menace surgit, brisant alors toutes les représentations que l'on s'en était fait. L'arrivée du bus nous a donc fait sursauter, mais ne nous a pas réellement inspiré la peur, mais plutôt la surprise. Et quand bien même il aurait s'agi d'un monstre, notre ressenti en aurait été de même. Bien sûr, certains développeurs de jeux vidéo l'ont bien compris, et s'amusent donc avec ce code désormais inscrit dans l'univers de l'horreur, en vous plaçant des jumpscares ridicules ça et là. Il n'est donc pas rare de sursauter à la simple vue d'un plafond qui s'écroule ou d'une porte qui claque, et autant vous dire qu'on se sent passablement con quand ça nous arrive. Cette mécanique est donc utilisée dans deux médiums, mais son usage est-il le même ? Il arrive parfois que le jumpscare soit punitif, comprenez par là que celui-ci peut être synonyme de mort pour notre personnage, ce qui engendre chez le joueur un vrai sentiment de peur, comme par exemple dans Alien Isolation, édité par Sega et sorti en 2014, où notre protagoniste, si elle se fait débusquer par l'alien, mourra dévorée, le joueur étant par la présente forcé de recommencer une bonne parcelle du jeu. Et c'est là ce qui différencie l'utilisation du jumpscare dans le domaine vidéoludique de celle faite au cinéma, car en effet, dans un film, le protagoniste doit bien souvent survivre jusqu'à la fin. Sans ça, le propos du film ainsi que tout l'effort qu'a fait le spectateur pour s'identifier au personnage tombe à l'eau. Il est donc très rare que le héros ou l'héroïne craigne grand chose lors d'un moment de tension qui s'apparente à un jumpscare. Mais comme vous le savez, dès que quelque chose fonctionne, il est naturel pour l'être humain d'en abuser.
Depuis des années, celui-ci, peu importe son utilisation, a une réputation de moyen fainéant et facile de produire un sentiment de peur, et j'arrive tout à fait à comprendre ce propos, car il a tendance à être surutilisé, notamment depuis le second souffle du survival horror, avec des jeux d'horreur à la première personne comme Amnesia The Dark Descent, Outlast ou encore Soma. Alors attention, je ne dis pas que ce sont de mauvais jeux, mais le fait de se manger 4 à 5 jumpscares toutes les 15 minutes a tendance à agacer le joueur, et gentiment, le sentiment de surprise fait place au ras-le-bol. Pourtant le screamer n'a pas que des désavantages, en effet ce dernier est aussi dépendant du contexte dans lequel il est utilisé, car même si jusqu'à maintenant je n'ai parlé que de cinéma ou de jeux d'horreur, il n'est pas rare de croiser des jumpscares dans d'autres types de jeux tels que l'action RPG ou encore le platformer, où il retrouve son caractère le plus brut et authentique, à savoir son imprévisibilité et sa capacité à susciter la panique chez celui ou celle qui tient la manette. C'est donc ainsi que de nombreux joueurs et joueuses ont sursauté à certains moments dans des titres tels que The Legend of Zelda Majora's Mask ou encore Super Mario 64, avec le désormais mythique piano mangeur de plombier. Et il n'y a qu'à voir la pléthore de youtubeurs gaming réagissant aux screamers pour comprendre tout l'aspect divertissant de ceux-ci. On peut d'ailleurs facilement faire un parallèle entre ces vidéos sur internet et les soirées entre adolescents autour d'un ou plusieurs films d'horreur. Ce qui nous amène à une question plus étendue. Pourquoi aime-t-on se faire peur ? Selon la théorie des 6 émotions de base, la peur, au même titre que la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise, est une émotion qui est innée chez l'être humain. C'est-à-dire que personne ne nous l'a apprise, nous sommes donc conditionnés dès notre naissance à l'être, et son apparition n'est pas contrôlée, mais bien un automatisme. Et là vous pourriez vous dire, mais c'est complètement con, pourquoi la peur est-elle là et à quoi sert-elle ? Eh bien dans notre lignée évolutive, l'être humain n'a eu de cesse d'être confronté à de nombreuses menaces, qu'il s'agisse de prédateurs, d'événements météorologiques, etc., etc. Autant vous dire que dans ce genre de situation, il vaut mieux être réactif et alerte quant à ses choix, afin de pouvoir survivre. C'est ainsi que la peur a fait son entrée, permettant donc à notre cerveau d'instinctivement concentrer toute son énergie où il le faut afin de fuir ou de combattre la menace. Il est par ailleurs intéressant de noter que cette théorie expliquerait par la même occasion certaines phobies encore très courantes à notre époque, telles que la peur des araignées ou encore la peur des serpents, deux animaux qui déjà à la nuit des temps étaient déjà synonymes de danger. Mais cela ne nous explique toujours pas pourquoi on ressent du plaisir lorsqu'on a peur. Afin de déterminer cela, il faut dans un premier temps se concentrer sur notre cerveau. En effet, lorsque nous ressentons de la peur, une partie de notre cerveau qu'on appelle l'amygdale, et non je parle pas des trucs visqueux au fond de la gorge, envoie de multiples signaux à notre corps et sécrète également des hormones, à savoir de l'adrénaline et de la dopamine. Pour l'adrénaline, son but est clair, augmenter votre rythme cardiaque, votre pression sanguine, et vous permettre de rapidement réagir physiquement aux dangers qui se préparent face à vous. Mais intéressons-nous un peu plus à la dopamine. Ce neurotransmetteur, qu'on appelle plus communément l'hormone du plaisir et de la récompense, est là afin de gratifier notre prise de risque et nous faire nous sentir bien. Ce phénomène n'est pas anodin, et bon nombre de personnes sont en quelque sorte dépendantes à cette dopamine, que l'on retrouve aussi bien lorsque l'on est terrifié que lorsque l'on pratique un sport extrême. De plus, cette dernière se retrouve souvent couplée à l'effet de la sérotonine, que l'on appelle plus communément l'hormone du bonheur, expliquant ainsi la béatitude ressentie par certaines personnes devant des œuvres dites horrifiques. Selon David Rudd, doyen de l'Université de sciences sociales et comportementales de l'Utah, une bonne majorité des jeunes adultes éprouveraient de l'excitation plus que de la peur devant un film d'horreur, car ceux-ci savent pertinemment que le danger qu'on leur montre est fictif et que leur intégrité physique n'est donc pas menacée. Il est d'ailleurs intéressant de voir qu'il définit la peur comme une démesure de l'appréhension du danger face à la réalité de ce dernier. Chose qu'un adulte est tout à fait capable de faire, mais qu'en est-il des enfants ? Les enfants sont plus sujets à la peur que les adultes, car leur appréhension du danger est biaisée par leur manque d'expérience. Ainsi, les bruits sourds, les gros animaux ou même l'obscurité sont des peurs classiques chez l'enfant, car il n'a pas encore le bagage nécessaire afin de rationaliser ces dernières. Depuis longtemps, ce lien entre horreur et enfance est d'ailleurs devenu une norme, et rares sont les œuvres qui n'usent pas de certains gimmicks liés aux jeunes années. Qu'il s'agisse du design des monstres avec des représentations traumatiques comme les clowns ou les petites filles, ou encore dans l'aspect sonore où l'on retrouvera souvent des musiques rappelant des berceuses et des comptines. Et ce rapport à l'enfance n'est pas anodin, car il témoigne du caractère universel et profondément humain de la peur. Car même si cette émotion est connotée négativement, elle reste un fantastique vecteur de liens sociaux, permettant en un screamer, et dans un moment de faiblesse, de partager plus que de simples mots, mais un ressenti et un amusement collectif. Comme dit précédemment, avec l'avènement d'internet et du streaming, nombreuses sont les personnes à avoir partagé des moments avec des youtubeurs comme PewDiePie ou Markiplier, à sursauter, crier, mais aussi à rigoler lors de leur let's play horrifique. Et autant vous dire que le jumpscare y a grandement participé, car même si ce dernier a perdu de sa superbe à cause de son utilisation abusive, il reste un moyen efficace et intemporel de faire frissonner le joueur. Mais qui sait ce que nous réserve le futur ? Si vous êtes créateur de contenu horrifique, alors jouez. Jouez et inspirez-vous de la narration finement écrite d'un Silent Hill 2 ou du crescendo horrifique malsain dans lequel nous met Pity.
Créez un sentiment de menace constante comme dans Alien Isolation, et faites en sorte que le joueur se sente beaucoup trop à l'aise, afin de le surprendre comme dans Super Mario 64. Oui, inspirez-vous, et surtout planchez sur le cas des screamers, et tirez-en le meilleur afin de, qui sait, arriver à créer une nouvelle mécanique de peur qui saura fédérer autant de personnes que ce que le jumpscare a pu faire. À bon entendeur, merci de m'avoir écouté. Voilà qui marque la fin de ce premier épisode, en espérant qu'il vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner afin de suivre les prochaines et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mais avant de se quitter, une dernière petite question pour vous. Et vous, de quoi avez-vous peur ?